Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du Monde pour cette nouvelle édition de l'information ce soir. Édition que nous ouvrons par cette actualité en rapport avec le grand dialogue national convoqué par le président de la République Paul Biya. Les leaders de la crise anglophone officiellement invités aux travaux de Yaoundé. Des cartons d'invitation à leur nom ont été dressés et servis à ces derniers. Une réponse significative de John Gouté à la question de savoir si ces leaders anglophones prendront part à cette grande concertation. Les précisions de Frédéric Moutomé. Ils sont désormais partie prenante du grand débat national convoqué par le chef de l'État Paul Biya du 30 septembre au 4 octobre 2019 prochain au Palais des Congrès de Yaoundé. Eux, ce sont les leaders de la crise séparatiste et sécessionniste du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Mac Barreta, Chris Anou, Bo Ebert, Elvis Kometa, Dr Samuel Sako Tomé, John Ba Akuru, Milton Taka, Sally Likowo, Mark Klebs John et Sébastien Mbariko ont été solennellement et officiellement invités au grand dialogue national de Yaoundé. Des cartons d'invitation portant respectivement leurs noms ont été dressés, puis servis à chacun d'entre eux. Ces cartons d'invitation font d'ailleurs depuis quelques heures le tour de la toile, question d'assurer et de rassurer l'opinion publique nationale et internationale que ces leaders sécessionnistes et séparatistes du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun font bel et bien partie de la grande messe de Yaoundé. Comme eux, plusieurs autres acteurs sont conviés à prendre part à ces travaux. Acteurs administratifs, acteurs politiques, acteurs traditionnels et religieux, membres de la société civile, observateurs indépendants internationaux, universitaires, hommes de droit, tous Camerounais, de l'intérieur ou même de la diaspora, sont donc attendus à travers les différentes contributions et propositions pour une sortie de crise dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun principalement, mais bien au-delà, autour des problématiques de concorde nationale, de bilinguisme, de décentralisation, de désarmement et même de la participation de la diaspora au développement du Cameroun tel que fixé par le chef de l'État, Paul Biya, et le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, coordonnateur de ce grand dialogue national au travers de 8 commissions mises en place pour la bonne tenue de ces travaux. Toutefois, une question reste en suspens. Malgré ces invitations à eux adressées, ces leaders sécessionnistes de la crise dite anglophone du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun sont-ils prêts à être bel et bien présents durant ces travaux? Là reste toute la question. Toujours en rapport avec ce grand dialogue national prévu de lundi prochain à Yaoundé, les différentes commissions qui vont meubler les travaux sont officiellement connues. La liste a été rendue publique par les autorités camerounaises. Les précisions une fois de plus de Frédéric Moutomé. Le grand dialogue national inclusif convoqué par le chef de l'État Paul Biya pour la fin du mois de septembre 2019 se fera autour de 8 principales commissions. La commission du bilinguisme, diversité culturelle et cohésion sociale, la commission du système éducatif, celle du système judiciaire, la commission consacrée à la décentralisation et au développement local, la commission reconstruction et développement des régions touchées par la crise, en 6e commission, le retour des réfugiés et des personnes déplacées, autre commission mise en place, celle du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion des ex-combattants, et enfin la commission du rôle de la diaspora dans la crise et la contribution au développement du pays. 8 commissions au total mises en place pour cette concertation très attendue au sommet du Mont Koliada au Palais de Congrès de Yaoundé. Ces assises, prévues sur 4 jours, porteront autour des travaux en commission, des travaux plénières et une cérémonie solennelle d'ouverture conduite par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, par ailleurs coordinateur du grand dialogue national inclusif. Ces travaux qui visent des propositions de solutions pour une sorte de crise dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun entendent également explorer des pistes de mise en œuvre d'une nouvelle république du Cameroun. Ces travaux ouverts aux fils et filles du Cameroun, de l'intérieur et même de la diaspora, démarrent ce 30 septembre et sont prévus s'achever le 4 octobre 2019 prochain avec l'arrivée des délégations et leur enregistrement le 29 septembre 2019. Précisons également que le porte-parole du grand dialogue national inclusif a été désigné.
Il s'agit principalement du journaliste Georges Ewané, officiant à la Cameroun Radio Television et détaché à la brigade spéciale des reportages de la présidence de la République du Cameroun, où il conduit une émission dédiée à cette institution de la République, Inside Presidency. Vocation du grand dialogue national au Cameroun, la jeunesse du département d'Undé se mobilise pour soutenir l'initiative du président de la République Paul Biya à travers une marche citoyenne qui avait pour point de chute la préfecture de ce département. Les jeunes ont remis un mémorandum au premier adjoint préfectoral. Plus de précisions dans cet élément. À travers les artères de la ville de Bongonté, les jeunes patriotes et citoyens battent le pavé pour soutenir le grand dialogue national convoqué par le président de la République, son Excellence Paul Biya. À travers cette marche d'aujourd'hui que nous pouvons retenir et mettre en marche, c'est de rester d'abord patriote, de respecter les institutions, de dire à la jeunesse de faire un choix. Et déjà, nous l'avons déjà fait. Notre choix est celui de respecter les institutions de la République, d'accompagner le président de la République, son Excellence Paul Biya, vers le dialogue, le grand dialogue national, où au sorti de ce dialogue, nous continuerons à le soutenir afin que les résolutions prises soient respectées et honorées par la majorité des jeunes patriotes d'Undé. Pour cette marche citoyenne, débutée à la mairie de Bongonté, avec pour point de chute la préfecture d'Undé. Félicitons d'abord l'initiative de la jeunesse d'Undé, qui ne nous surprend pas parce que nous savons que notre jeunesse est dynamique. Les volontaires se recrutent parmi les débrouillards, les étudiants et les fonctionnaires. Le but de la marche, cette marche, ce n'était que le commencement d'un processus. La marche était d'une part pour rassembler les jeunes. La marche avait une finalité, le point d'achèvement c'était la préfecture du département d'Undé. La préfecture, pourquoi? Parce que c'est l'autorité qui représente le président de la République. Nous avions un objectif, c'était celui de participer au grand dialogue que le chef d'État a annoncé. Et donc il était de bon ton que la jeunesse citoyenne et patriote d'Undé, qui est une association des jeunes citoyens et patriotes, puisse donner sa contribution à ce dialogue-là. Dans la vague de motions de soutien au dialogue national, la jeunesse d'Undé veut mêler sa voix à l'écho favorable de l'ouest du Cameroun, en rapport avec la convocation de cette concertation annoncée. Cette crise n'a que trop duré et il est important, faisant suite maintenant à l'appel du chef de l'État, que tout le monde participe. Et ça aurait été un crime si la jeunesse, représentée ici par tous les présidents des sections et des antennes d'Undé, ne participait pas de cette façon-là. Nous attendons maintenant que tous les autres jeunes puissent véritablement communiquer leurs propositions via le mail que le cabinet civil a mis à la disposition de tous les Camerounais. Arrivée à la préfecture d'Undé, la jeunesse citoyenne et patriote du département d'Undé a remis un mémorandum au premier adjoint préfectoral pour transmission au chef de l'État. Parlons à présent de ce soutien financier pour les producteurs du département du Mungo. Plusieurs d'entre eux ont reçu un important appui financier du gouvernement de la République du Cameroun. C'était ce jeudi à Douala. L'objectif vise surtout à permettre à ces seigneurs de la terre d'accroître leur production. Les détails de Zobel Apollinaire Bon et d'Étienne Monté. Ils ont fait de l'agriculture et de l'élevage leur activité première et le gouvernement camerounais, à travers quelques-unes de ces structures d'accompagnement, a décidé de leur donner un coup de pouce pour une production plus conséquente. Elles sont donc au total 13 organisations de producteurs à avoir reçu ce jeudi un chèque de près de 73 millions de francs CFA pour la réalisation de leurs projets. Des projets qui ont été soumis à l'appréciation des responsables en charge de l'agriculture et de l'élevage dans la région du littoral. Les gens qui viennent de recevoir aujourd'hui, c'est des fonds publics. Il faut qu'ils les utilisent de telle en sorte que ça aide pour le projet et non pour autre chose. Nous les encourageons, n'est-ce pas, à aller, nous serons à côté d'eux, nous allons les donner tout le support technique, tout l'encadrement, et aussi le contrôle pour que cet argent ne serve pas à d'autres fonds,
que ce n'est pas la première fois que les acteurs de ces secteurs bénéficient de l'accompagnement gouvernemental dans la mise sur pied de leurs différents projets. Et le gouvernement, soucieux du bien-être de ces populations, continue à tendre la main à tous ces porteurs de projets, qu'ils soient du département du Mungo, de la Sanaga maritime, du Vouri ou du Nkam. Et nous les invitons donc à venir chercher des informations, comment ils peuvent faire pour en bénéficier. Nous sommes là pour les donner cet encadrement. C'est gratuit, et nous sommes payés par l'État pour donner cet encadrement et nous sommes prêts à y disponibles pour leur apporter cet encadrement. Rappelons que cet accompagnement rentre dans la politique du chef de l'État Paul Biya qui a fait du développement agricole son cheval de bataille. Toujours en rapport avec l'agriculture, pour paraphraser le président de la République Paul Biya, la terre ne trahit pas. Mais les difficultés sont bien nombreuses dans ce secteur d'activité, comme le révèlent quelques agriculteurs rencontrés par Zobel Apollinaire Ban et Étienne Monté. Bien que le département du Mungo soit connu comme un véritable fief agricole, il n'en demeure pas moins que les producteurs de cette localité soient soumis à un certain nombre de difficultés. Ces difficultés sont surtout liées à la fabrication des aliments. On rencontre beaucoup de difficultés. La première difficulté, c'est les boutures. Les boutures. Quand nous passons commande, ça vient, ça ne vient pas. Nous sommes obligés de nous battre de notre propre moyen pour avoir les boutures. Et jusque-là, ça nous encourage toujours à travailler. Nous ne baissons jamais les bras. Et la deuxième difficulté que nous rencontrons, c'est l'excès de vol de manioc dans les plantations. Par leurs propres efforts, ils essayent tant bien que mal de contourner ces difficultés et de trouver une place de choix dans le circuit commercial. Extrait. Et le soutien du gouvernement arrive à point nommé pour définitivement les sortir des conditions de travail précaires. Ce que nous avons reçu aujourd'hui va nous permettre de mettre d'abord notre structure de transformation sur place et encadrer nos membres et leur donner vraiment l'opportunité de booster aussi la culture de manioc. Bénéficier de ce chèque pour avoir une chambre froide. Parce que par rapport à des périodes un peu mortes, nous pouvons plumer les poulets, emballer, mettre dans les chambres froides et peut-être dispatcher dans les bateaux et dans les grands restaurants. C'est donc à cœur joie qu'ils reçoivent tous cette manne qui leur tombe du ciel et qui vient améliorer un tant soit peu leur quotidien. Pour sauver la filière cacao-café dans le département du Mungo, le délégué départemental du Minader a entrepris l'élaboration d'un système de gestion de base de données avec pour objectif de mieux catégoriser les producteurs de la dite filière. Précision dans ce reportage. Ce sont deux cultures de rente, source d'entrée de devises, entendez la monnaie étrangère dans les caisses du trésor camerounais. Il s'agit du cacao et du café. D'ailleurs, d'après le plan de relance du développement de la filière cacao-café à l'horizon 2020, cette filière représente 3% du produit intérieur brut, un secteur d'activité prioritaire pour le gouvernement qui est pourtant en plein déclin. Et c'est fort de ce constat que la délégation départementale du Minader pour le Mungo a entrepris l'élaboration d'un système de gestion de base de données intégrant le géoréférencement des exploitations agricoles dans ce département. Les causes exogènes, c'est d'abord les cours du marché mondial. L'agriculture est aujourd'hui contractuelle. On vend avant de produire. Lorsqu'on sait que les prix peuvent être bons, attractifs, incitatifs, on est porté à produire. Et lorsque les prix ne sont pas bons, on n'est pas porté à produire. C'est pour ça que je parle de causes exogènes qui ne dépendent pas de nous. Maintenant, il y a des causes endogènes qui dépendent de nous-mêmes au niveau de notre pays. On vient de parler, n'est-ce pas, des problèmes au niveau de l'organisation institutionnelle de cette filière. Donc, il faut complètement réformer au niveau institutionnel la filière parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a trop d'intervenants. Et c'est à travers le projet d'appui à la collecte des données statistiques en vue de l'élaboration d'une base de données dans les filières cacao-café dans le département du Mungo, initiative par ailleurs qui permettra de disposer d'un certain nombre d'informations pouvant visualiser et catégoriser les producteurs de la filière cacao et café du Mungo, que les autorités locales entendent booster ce secteur de production
Les plaintes sont légitimes, mais les constats sont faits au niveau des organes de l'État qui appuient justement la production en termes quantitatifs et qualitatifs. Alors relativement aux plaintes, on sait qu'un certain nombre d'intrants agricoles ne parviennent pas à qui de droit. On sait également que parfois, lorsque ces intrants arrivent, ils ne sont pas utilisés à bon escient. Il y a des circuits d'évasion qui vont jusqu'à la revente de certains de ces intrants, pourtant achetés et normalement destinés à être offerts gracieusement aux producteurs. L'État va régler le problème de deux manières. Première décision de l'État, c'est qu'il y a un dispositif qui va être mis en œuvre à partir de 2020 certainement, à travers un manuel de procédure qui a été adopté, mis en place par le Premier ministre et chef du gouvernement. Ces manuels sortent le dispositif de la gratuité pour exiger du producteur une contribution. Les échanges fructueux qui ont eu lieu dans la salle polyvalente du cercle municipal de Nkonsamba ont permis aux producteurs présents de poser leurs doléances afin d'espérer une légitime satisfaction dans le but de pallier aux nombreux problèmes dont ils font face au quotidien. Mon intervention tout à l'heure se portait non pas seulement sur la collecte des données, mais sur les sacs de café stockés dans nos magasins. Et je les ai bien dit qu'il est grand temps que le gouvernement fasse quelque chose pour l'achat de ce café parce que ces cafés sont restés en stock dans nos magasins. Ils nous ont dit de se rapprocher auprès du ministère de Commerce. On va décortiquer ce café et ils vont envoyer quelqu'un qui va donc payer. Donc nous attendons leur arrivée. Jadis bassin de production du cacao et du café au Cameroun, la filière dans le département du Mongo traverse une période de turbulence et l'on en veut pour preuve ce magasin de stockage de café quasiment à l'abandon, faute sans doute de politique réelle de promotion d'une filière qui a fait les beaux jours de l'économie du Cameroun et qui a permis à l'État de réaliser d'importantes recettes d'exportation. Le ministre des Travaux publics du Cameroun, Emmanuel Gagnou-Djoumessi, vient de lancer le processus de sélection d'une entreprise en vue de la mise sur pied d'une unité de fabrication du bitume. Il s'agit d'un matériau très utilisé dans la réalisation des routes. Praxed Toulou. Concrètement, la nouvelle société partenaire sera chargée de l'élaboration d'une étude de faisabilité de la construction et l'exploitation de l'usine de production de bitume. Des prestations qui pourraient être modifiées, notamment durant le dialogue de préqualification. Pour Emmanuel Gagnou-Djoumessi, la consommation du bitume est croissante pour les besoins infrastructurels au Cameroun, ainsi que pour ceux de la sous-région. Selon le ministre des Travaux publics, l'exploitation d'une usine de bitume au Cameroun permettra notamment de réduire le coût des travaux routiers, créer des emplois, réduire les importations, revoir à la baisse les importations et améliorer la solde de la balance commerciale, ainsi développer la chaîne de valeur. Le projet de construction d'une unité de production de bitume survient au moment où le Cameroun met en place une stratégie de réduction des coûts de ses infrastructures. Ils sont 3 responsables de divers services qui viennent de prêter serment sur la confidentialité des archives et courriers au tribunal de grande instance de Bertois, c'est dans la région de l'Est du Cameroun. Ces chefs de bureau de transport de la recette municipale et des marchés publics ont juré la main sur le cœur de conserver jalousement les documents selon la réglementation en vigueur au Cameroun. Jean-Germain Yedna, Babé Sielem. Collecter, conserver et communiquer sont les 3 principales missions d'un archiviste. C'est un professionnel de l'information, à la fois conservateur et responsable des archives, un gardien de la mémoire, médiateur, gestionnaire des données et documents, mais aussi un décideur au sein d'une structure ou une organisation, dans une entreprise. C'est le garant de la documentation. Il contrôle l'accès sur le long terme à l'information organique. Ses activités sont d'ordre scientifique et technique, organisationnel et culturel.
Nous voulons amener les uns et les autres, en tout cas les personnels en charge de la conservation des archives, de prendre pleinement conscience de leur responsabilité, de leur important rôle. Nous n'avons plus besoin de vous rappeler que ces derniers temps, nous observons beaucoup de fuites de documents. Et il est question que les uns et les autres s'engagent pour la préservation des documents administratifs et des archives. Donc c'est une activité qui va se poursuivre. Là, c'est la première cérémonie. Nous avons, en tout cas en ce qui nous concerne, le rôle de sensibilisation de toutes les administrations pour suivre le pas. En prêtant serment sur la confidentialité des archives et courriers dans leurs différents services au tribunal de grande instance de Berthois, dans la région de l'Est, ces 3 responsables ont juré la main sur le cœur devant Dieu et les hommes d'œuvrer jalousement à la conservation des archives au sein de leurs différentes structures et de garder secret de leur contenu si aucun texte ne leur autorise à les communiquer. Et par rapport aux archives, qu'est-ce que tu veux? Par rapport aux archives, je vais faire tel qu'on l'a dit, conserver les archives, garder le secret dans la document. Je viens de prêter serment. C'est un niveau de responsabilité. Comme tout à l'heure, dans ma déclaration du serment, j'ai juré. Et mon devoir, c'est de ne pas décevoir l'État. J'ai la charge de garder secret les documents de l'État pour la bonne marche de la République. Pour le procureur de la République, près les tribunaux de Berthois, ce sont désormais des mémoires vives, des disques durs par excellence, chacun dans son entreprise, des responsables des archives qui ne devront être divulgués n'importe comment, sans autorisation aucune et dans le strict respect de la loi. Numéro 2000/010 du 19 décembre 2000, régissant des archives au Cameroun. Et on en vient maintenant à l'actualité hors de nos frontières. L'annonce de sa libération par les sites web a enflammé les réseaux sociaux en Tunisie. Nabib Karoib reste pourtant en détention. Une rumeur qui a été vite éteinte par l'avocat de l'homme d'affaires, candidat au second tour de l'élection présidentielle en Tunisie. Les détails de nos confrères d'Africa News. Prenaient part à cette excursion les hôteliers, les restaurateurs, les tenanciers de bars et autres promoteurs touristiques du département de la Benoué. Les participants ont débuté leur périple par un détour aux berges de la Benoué dans l'arrondissement de Garoua avant de rejoindre ensuite la ville de Lac-d'Eau où ils ont été accueillis à l'hôtel de ville par le célèbre maire de cette localité, Mama Abakaï. Après de nombreuses civilités d'usage et un exposé fait par ce dernier sur le potentiel touristique de la ville de Lac-d'Eau, les visiteurs se sont rendus sur les plages de Lagon Bleu où une embarcation... Toujours hors de nos frontières, parlons à présent de l'annonce du décès qui a retenti comme un coup de tonnerre en France. Jacques Chirac, le 5e président de la 5e République, s'en est allé ce jeudi 26 septembre. L'annonce de sa mort n'a pas tardé de faire réagir hommes politiques et citoyens lambda. Les détails cette fois-ci de nos confrères d'Euronews. Le décès du président Jacques Chirac, survenu ce jeudi, fait réagir de toutes parts. Si l'ancien chef d'État français s'était fait plus discret ces derniers temps, notamment à cause des problèmes de santé, les Français ne l'ont pas pour autant oublié. Beaucoup saluent la mémoire de celui resté 12 ans au pouvoir. Un grand président que toute la France va regretter. Et le couple Chirac est un couple qui fait partie de notre patrimoine. On a appris ça en fin de matinée au bureau. Avec toute l'équipe, et ils sont pourtant très jeunes. J'ai une équipe, ils sont très jeunes. Tout le monde semblait vraiment très affecté. Avant de poser ses valises au palais de l'Élysée, Jacques Chirac avait déjà brigué 3 mandats en tant que maire de Paris. Un poste que les habitants de la capitale n'oublient pas. Et je pense que ça a été un grand maire de Paris. Et ensuite, quand il est devenu président, il s'est beaucoup occupé de la France, de son rayonnement à travers le monde.
Il a fait beaucoup de changements et beaucoup de bonnes choses pour la France, je pense. C'est un homme reconnu, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Donc il a amené la France au plus haut niveau, au niveau du monde. Mais tous ne sont pas élogieux pour certains. Les différentes politiques menées par Jacques Chirac sont la cause des maux d'aujourd'hui. Il n'est donc pas question d'effacer l'ardoise. Nous pensons à toute la famille aujourd'hui et nous sommes auprès d'eux. Voilà. Je pense que ça a été un très mauvais président. Mais pour la France, il n'a pas fait les réformes nécessaires. Et tout le monde en pâtit. Les réactions de la part de la classe politique française n'ont également pas tardé. Tous ont fait part de leur émotion. Et c'est avec cette actualité en France que nous mettons un terme à cette livraison de l'information ce jeudi. Merci de nous avoir une fois de plus accordé votre attention. Nos programmes se poursuivent. Au revoir.